Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sarah Bauquier, je suis de formation pas éducatrice, mais psychologue et enseignante primaire. Et ça fait maintenant 19 ans que je ne travaille plus dans des salles de classe, je travaille à l'extérieur, très régulièrement avec des enfants de 3 à 5 ans. Donc là, vous me voyez dans un environnement un peu autre ici, en espérant que ça va vous refroidir, mais pas au niveau symbolique, en réalité. Donc ça, c'était les groupes d'enfants que j'avais une fois par semaine, avec lesquels je suis sortie. Et puis, ça, c'était notre salle où on était. Donc, très souvent dans la forêt, mais aussi dans d'autres milieux naturels. Je travaille ponctuellement aussi avec des enfants un peu plus âgés. Et pour l'instant, je suis surtout formatrice d'adultes. Je fais des cours, je donne des conférences. Pour les gens qui sont intéressés de sortir plus avec leur public, ça peut être des enfants à la crèche, des trotteurs, ça peut être des personnes âgées dans un home qui aimeraient aussi profiter de la nature. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces petits 3 quarts d'heure qui vont suivre? Je vais vous répondre à 3 questions. D'abord, pourquoi? Alors, pourquoi sortir en nature avec des enfants? Comment sortir? Comment aider aux enfants justement de tisser et entretenir un lien avec la nature? Et puis, le projet, c'est quel projet existe déjà? Des gens qui font ça en Suisse et des pays environnants. Si vous ne comprenez pas, je suis suisse alémanique et j'essaie de me débrouiller avec le français. N'hésitez pas à demander. Donc, commençons par le pourquoi. On a entendu dans la conférence d'avant que justement un enfant pour se créer, et d'ailleurs aussi un adulte, on se co-crée toujours en fait en interagissant avec les personnes de référence, les personnes qui nous entourent. Mais c'est pas que les personnes, on se crée aussi en interaction avec l'environnement qui nous entoure. Et en anglais, ça s'appelle de développer a sense of place. J'ai pas trouvé une très très bonne traduction en français. Ça pourrait se traduire par un sentiment d'appartenance à un certain lieu, ou bien justement de voir un lieu comme son terroir. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il y a plusieurs mots-clés qui sont importants. Donc déjà, pourquoi s'attacher en lieu, à son environnement? Parce que ce petit coin nature dans lequel vous allez avec les enfants, ou avec lequel un enfant peut tisser un lien, ça peut devenir comme une référence générale pour toute sorte de nature qu'il va fréquenter. Donc si dans un endroit il va se sentir bien, il va dire ok, dans la nature elle est bonne, je me sens bien, je fais des expériences positives, la nature c'est cool et j'aimerais aussi la protéger alors, parce qu'elle me plaît beaucoup. Il faudrait, pour avoir développé ce sense of place, de l'attachement, c'est-à-dire un lien émotionnel avec un lieu naturel. La dépendance, ça décrit que souvent un espace est lié à des activités spécifiques qu'on peut faire dehors, qu'on aime faire. Il faudra un sentiment de bien-être. Alors si je fais des expériences négatives dans la nature, j'ai peut-être pas envie d'y retourner, j'ai pas envie de m'engager pour la nature plus tard. Et je dirais la tranche d'âge de l'enfance, et surtout du jeune enfant, ça c'est le but principal de toute éducation à l'environnement, disons, tisser un lien positif et faire des expériences positives, émotionnelles avec son environnement. Il faudrait aussi une identification avec le lieu, donc c'est-à-dire je peux me définir à travers de cet espace, je peux apprendre qui je suis et où est ma place en fait dans cet environnement. Et tout ça, ça mène en fait à un enracinement avec un lieu, donc un lieu qui est un peu, disons, mon pays, où je me sens à l'aise. D'où ça vient, ce sentiment d'appartenance en lieu? On entre un peu dans la psychologie, là. Clairement, il faudra l'interaction avec l'environnement, mais il y a aussi quelques prédispositions biologiques de l'être humain, tout en général. Il y a des lieux qui nous attirent plus que d'autres. Il y a des facteurs très individuels ou psychiques. Pourquoi je me sens mieux à un endroit
ou à l'autre, il y a des facteurs, en fait, facteurs de notre culture dans laquelle on est. Par exemple, il y a une théorie de M. Appleton qui dit nous, on aime bien les lieux dehors qui nous ont aidés en fait de rester en vie dans notre évolution. C'est-à-dire, là, on a par exemple de l'eau à côté, donc il y a de la nourriture, il y a des boissons, on a une bonne vue d'ensemble. On peut se cacher aussi un petit peu pour ne pas être vu, et il y a d'autres humains à côté. Ça peut nous aider aussi en cas de danger. Contrairement à ça, par exemple, qui nous fait plutôt peur, qui nous fait pas envie forcément d'y aller, et c'est pas qu'une question de lumière ou d'heure de la journée, c'est aussi une question que c'est assez dense, c'est sauvage, on n'a pas la vue d'ensemble, on se sent perdu, on ne sait pas où on est. Une autre théorie dit que, justement, en fait, on préfère des espaces qui nous aident à nous restaurer, à nous ressourcer. On peut dire que les deux personnes sont sur un arbre, mais ils ont différents besoins. Donc le vieux, plutôt, il s'allonge, il est au soleil, il est tranquille. Le jeune, il veut grimper, il monte. Et les deux se sentent à l'aise dans cet endroit. Après, on arrive aux facteurs plutôt psychiques, aux préférences individuelles. Donc là, on peut dire justement, nous, on préfère des espaces qui nous offrent des activités qu'on aime bien faire et qui vont un peu aussi avec la construction de notre identité. Et ces espaces peuvent nous aider à développer la mémoire, les sens, les émotions et des valeurs. Et pour développer tout ça, il faut bien sûr des expériences au même endroit et répétées pendant une longue période. Sinon, on ne peut pas tisser ce lien. Donc, j'ai choisi une place de jeu qui me semble bien adaptée pour des parents. Ça, c'est le parc de la Brouette à Lausanne. On voit, il y a les petites chaises à l'ombre, très agréables, on peut s'asseoir, il y a les murs autour, c'est bien protégé. Toutes les, disons, les ustensiles de jeu, c'est sécurisé, hein, c'est contrôlé, etc. Et les enfants peuvent quand même s'amuser. Si on demande aux enfants, je crois, ils vont préférer ça. Donc, ça, c'est les jardins de Robinson ou jardins d'aventure. On dit aussi dans le canton de Bâle et de Lucerne, où les enfants, ils peuvent faire un peu plus et un peu moins sécurisé, et ils peuvent aussi se perdre ou se cacher à droite et à gauche. Vous voyez la hauteur de la corde pour grimper là-bas. Donc, on a des préférences individuelles qui sont différentes. Puis maintenant, venons aux facteurs socioculturels qui influencent justement notre sentiment d'appartenance en lieu, et aussi nos émotions, nos valeurs qui sont en lien avec le lieu. Ça veut dire quelle est notre perception, notre lecture symbolique d'un lieu, les valeurs en fait qui vont avec, qui sont influencées par la représentation du groupe culturel dans lequel en fait on évolue, dans lequel on appartient. Si on demande en Suisse ce qui est la forêt, on a des souvenirs de griller des cervelas, au coin de feu. J'ai parlé avec un monsieur venant de Azerbaïdjan et lui il a dit nous c'est la vodka et les brochettes de shashlik. Dans d'autres pays, la forêt c'est des lieux où vivent nos ancêtres, où sont les dieux. Une participante au cours venant d'Afrique m'a dit que chez eux, c'est tout normal qu'on parle aux arbres. Ça, c'est les grands-parents qui vont transmettre. Et puis, tout arbre a un esprit, on peut parler, on interagir, etc. Un autre monsieur venant de Somalie m'a dit, chez eux, la forêt, c'est le lieu des esprits dangereux. Et des dieux, alors il faut pas y aller. Il a mis 12 ans pour dormir en forêt la première fois. Donc, peut-être que si vous avez des enfants venant d'autres cultures, la forêt a toute une autre connotation. Bon, au Brésil, on ne va pas en forêt parce qu'il y a vraiment des dangers au niveau des animaux, des serpents, etc. Et puis on a beaucoup de gens qui ont des souvenirs de guerre aussi, en lien avec la forêt. Bon, on peut bien se cacher. Des réfugiés, là ils passent la frontière entre la Syrie et vers la Macédonie, dans la forêt. Donc
ça peut toucher vraiment beaucoup de différents sentiments, émotions, valeurs. Quand on parle d'un truc, pour nous, c'est tout clair, hein, c'est du ressourcement, on va griller des cervelas, on va se sentir à l'aise dehors. Après, il y a ceux aussi qui veulent retourner à l'âge de pierre. Là, en haut à gauche, vous voyez Kim Pache, qui est de Suisse, qui fait des cours de survie, qui vit un peu comme à l'âge de pierre. Et ça, c'est des très jolies images des gens, disons, de notre culture d'ici, qui aimeraient vivre un peu autrement, retourner à la source, découvrir les techniques anciennes. Pour d'autres personnes provenant pas de Suisse, retourner à l'âge de pierre, mais c'est non, clairement, parce que là, on vient d'en sortir, on veut le luxe que vous avez. Donc, peut-être que vous avez des parents qui ne vont pas du tout comprendre pourquoi vous voulez faire des sorties dans la nature. Arrivons à le pourquoi. Pourquoi tisser des liens avec la nature? Il y a une phrase qui revient un peu partout quand on parcourt la lecture, c'est « parce que ce qu'on aime, on aimerait aussi le protéger plus tard ». Et en fait, les recherches disent que c'est d'une grande partie vrai. Une Américaine, Louise Ravla, elle a fait beaucoup de recherches sur justement les liens entre l'enfant et la nature, et puis aussi son comportement plus tard en tant qu'adulte. Donc ce qu'elle fait souvent, c'est des interviews biographiques, elle interviewe des adolescents, des adultes, sur beaucoup de facteurs. C'est des personnes normalement qui vivent soit avec très peu de ressources ou qui se comportent de manière très écologique, etc. Ça peut aussi être des chefs de grandes entreprises qui regardent justement que son entreprise évolue dans la direction plutôt verte. Et quand on a quelques milliers de ces interviews, on se rend compte qu'il y a des facteurs qui reviennent toujours dans beaucoup de biographies. Et elle dit que les facteurs justement pendant l'enfance qui sont liés avec des comportements éco-responsables plus tard, d'eux qui ressortent, c'est des expériences positives de jeu et de ressourcement dans la nature, et surtout du jeu libre, pas trop surveillé ou pas surveillé par les adultes, et puis un adulte qui partage sa passion et qui transmet aussi son respect envers la nature. Donc beaucoup plus important que réfléchir sur des activités dirigées que vous pourrez faire dehors, c'est en fait ça. Plus tard, quand les enfants grandissent, plutôt à l'âge de 10-12 ans, c'est les scouts, les camps, les clubs nature, les personnes importantes sont plus les membres de la famille, les modèles de la famille, mais plutôt justement les leaders des scouts, des amis, les profs. Et puis à l'âge adulte, il y a toujours des facteurs aussi d'autres personnes. Ça peut être un prof à l'UNI, ça peut être des collègues de travail ou des gens avec lesquels on peut échanger en fait sur les expériences ou la manière de vivre qu'on aimerait bien réaliser. Donc ça a l'air super théorique, mais je vais vous faciliter la chose. Donc ça, c'est un modèle que Louise Ravla, elle a construit justement pour dire, mais il y a encore d'autres facteurs qui sont importants justement pour vouloir se comporter de manière éco-responsable. Et je vais vous illustrer juste quelques-unes. Alors le savoir comment faire, pas que le savoir sur la nature. L'auto-efficacité, c'est-à-dire la croyance que moi je suis capable d'agir ou que nous, en tant que petit groupe, on est capable d'agir. La motivation, puis après mon intention d'agir et les résultats, les buts à l'âge de la petite enfance ou de l'enfance, c'est un peu moins évalué à cet âge. Alors comment je peux vous expliquer ça? J'ai choisi deux exemples nature. Alors des exemples tout simples, des enfants de 3 ans. Donc là, les deux sont super fiers parce qu'ils ont pu grimper cette colline tout seuls. Au niveau du savoir comment agir, ils se posent peut-être, mais de manière inconsciente, la question, mais comment je m'y prends pour grimper sur cette colline? Et comment je peux faire ça si j'ai justement un adulte qui me dit de faire ça avec respect, sans me tenir aux petits arbres que je vais déraciner, etc. Un autre exemple, c'était aussi dans mon groupe de jeux nature, c'est un petit garçon qui essaie de chauffer les oranges qu'il a pris pour le goûter en hiver. Alors il se pose au niveau du savoir comment faire la même question, mais comment je peux faire pour que mes oranges sont chaudes? Alors je dois devoir faire
un feu, je dois me chercher une casserole, est-ce que je mets un peu de neige dedans, ça c'est encore bon, peut-être mieux pour manger, etc. Et est-ce que je peux me chercher de l'aide au cas où aussi, si j'arrive pas? Je retourne peut-être là. L'auto-efficacité. Ça veut aussi dire dans notre travail que les enfants, ils ont de l'influence sur des choses importantes. Par exemple, sur le programme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle activité j'aimerais faire? Avec qui j'aimerais jouer? Le déroulement de la sortie. Est-ce qu'on fait toujours un cercle d'accueil au début ou bien est-ce qu'on ne le fait plus parce que les enfants, ils n'ont plus envie de le faire? Où on aimerait jouer? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Nous, on a demandé souvent les enfants, mais qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois? Qu'est-ce que vous voulez manger la prochaine fois? Et puis on a adapté le programme. Ce qui est important pour l'auto-efficacité, c'est aussi que eux, ils peuvent être actifs eux-mêmes, sans que l'adulte fait pour eux. Donc, c'est moi qui grimpe sur cette colline, ou bien c'est moi qui veux faire ce feu, qui cherche du bois, qui essaie d'allumer, etc. L'adulte m'aide, si nécessaire, mais il ne fait pas pour moi. Auto-efficacité veut aussi dire apprendre des conséquences. Si j'arrive pas à me tenir bien à cette colline, aïe, je glisse, je tombe, ça fait mal. Si je suis trop proche du feu, ça brûle. Si je tiens pas bien cette casserole, tout va se verser, j'aurai pas mon goûter d'orange, voilà. C'est une conséquence directe. On peut aussi observer les pères pour penser que moi, j'arrive à le faire. Par exemple, là, ok, Nico, il est déjà monté sur cette colline tout seul. Bon, s'il sait le faire, peut-être moi je peux aussi le faire, je vais essayer. Quelle est notre tâche en fait pour soutenir cette auto-efficacité? C'est de les aider à faire eux-mêmes et de donner des informations en fait détaillées sur ce qui a été fait. Et aussi de croire qu'ils y arrivent. C'est-à-dire éviter un peu les bravo, super tout le temps, mais plutôt dire ben, c'est bien, tu t'es tenu à la bonne racine pour grimper sur cette colline. Ou bien, voilà, tu as réussi ton feu, tu as cherché assez de bois pour que ça brûle bien et que tu peux cuisiner tes oranges. Bon appétit. Donc, vraiment cibler les retours qu'on fait. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur ça. Ben, la motivation, comment on peut stimuler la motivation, c'est déjà de l'offrir des expériences positives dans la nature pour les enfants, de leur donner le plaisir d'agir, d'avoir nous-mêmes du plaisir d'agir aussi, et de transmettre justement des valeurs et attitudes qui sont respectueuses et responsables. Ce qui est important aussi pour tout ça, c'est un adulte qui confirme que la fatigue, le chemin qui est long, ne pas arriver, l'insuccès, de pleurer parce que ça ne marche pas, que c'est normal. Et qui montre comment on peut gérer ce stress, comment je peux gérer cette insatisfaction, comment je peux continuer. Alors on peut donner un exemple, on peut croire en l'enfant et puis on peut les aider à arriver au résultat qu'ils aimeraient obtenir. Voilà, donc ça c'était un peu la première partie du pourquoi. Je vais continuer avec un petit résumé en fait des études qui étaient faites sur justement pourquoi sortir en nature ou qu'est-ce que les sorties nature, quels effets ils ont sur le développement de l'enfant. Et ça c'est un livre qui existe malheureusement pas en français, c'était écrit par deux profs d'Allemagne. Ils ont fait une méta-analyse de 150 études scientifiques qui ont justement étudié les effets des expériences en nature sur le développement des enfants entre 0 et 12 ans. Et qu'est-ce qui est sorti là? Ben, ce qui est assez cool, c'est sur la page 61, vous avez le résumé de tout le livre. Entre-temps, j'ai traduit en français. Mais c'est ce que je vais vous montrer. Là, donc, déjà au niveau bien-être, on peut dire que être dehors, ça améliore le bien-être. Souvent pas que des enfants, mais aussi des adultes. La nature peut servir comme bouclier contre les effets négatifs des situations de vie difficiles. Alors là, ils ont étudié, par exemple, des enfants qui ont vécu des situations difficiles au sein de leur famille, ou qui avaient des dépressions, ou juste d'autres complications dans leur vie. Si ces enfants, ils avaient
la possibilité de sortir régulièrement en nature, ça a pu aider certaines de gérer mieux ces situations difficiles. Je ne veux pas dire que c'est le seul remède, surtout pas, mais ça peut aider et ça peut nous aider aussi en tant qu'adultes. Hein, si on est en situation de crise et puis on va aller dehors, on voit peut-être des exemples un peu similaires dans la nature que celles qui nous sont tombées dessus dans notre situation de vie, ça peut nous aider à dire ok, mais il y en a d'autres, il y a d'autres qui vont résoudre, peut-être moi j'y arrive aussi. Et justement, dans la gestion de stress, on parle de plus en plus aussi de thérapie nature, de sortir, de se ressourcer. Et justement, ça peut évoquer des émotions positives et moins de stress ensuite. On peut peut-être aussi dire que justement pour le jeune enfant, le bien-être, la joie d'être dehors, ça c'est vraiment les choses les super importantes qu'on aimerait transmettre en tant que pédagogue par la nature. Ça améliore aussi l'auto-perception. Alors dans l'exemple que vous avez vu avant, si j'arrive à monter sur cette colline, moi je connais un peu mieux mes capacités et mes limites. Et si je suis arrivée, je peux dire cool, j'ai réussi et j'ai plus de confiance en moi. Les compétences individuelles, être en nature peut améliorer la créativité, la motivation d'apprendre, d'aller explorer, stimule l'autodiscipline, l'autonomie et peut augmenter les capacités de concentration. Dernière, c'est parfois difficile parce que si on a un groupe avec lequel on est dehors, on aimerait avoir leur attention et il y a des choses beaucoup plus intéressantes aux alentours. C'est pas évident. Alors ce petit garçon, il voulait monter à l'arbre. Et il n'arrivait pas avec son sac à dos sur le dos. Donc il s'est inventé un système pour monter d'abord son sac et puis après grimper à l'arbre. Juste pour illustrer un peu ces différents domaines de développement qui sont stimulés. Les compétences langagières et les capacités de communication sont stimulées. Moi, je dis c'est surtout en lien avec, disons, le matériel non structuré qui est à disposition dehors. Si je joue avec une pive ou un bâton et je ne sais pas ce que c'est, je veux jouer par exemple au marchand de glace, moi je dois parler avec les autres enfants. Je dois dire, ok, tiens, ça c'est une glace, moi je suis le marchand de glace. Et une autre raison est sûrement parce qu'on apprend par tous les sens. On peut toucher, on peut sentir, on peut observer, on peut écouter. Souvent mieux qu'à l'intérieur où on est surstimulé par les oreilles et par les yeux. Ça, c'est peut-être plutôt intéressant pour les enseignants que justement les processus d'apprentissage sont aussi stimulés et les enfants acquièrent du savoir sur l'environnement. L'apprentissage des concepts abstraits, aussi du vocabulaire, hein, ça peut être des termes un peu abstraits, ça c'est facilité justement parce que l'apprentissage se passe par les sens, parce qu'on peut vraiment toucher, sentir, regarder l'objet. Ça peut améliorer la réussite scolaire, mais c'est clairement pas le seul facteur non plus. Beaucoup de gens avec lesquels je parle disent que très très vite les compétences sociales s'améliorent, ou bien quand ils voient le même groupe d'enfants dehors et dedans, ils voient une différence dans justement la manière de s'entraider, ou justement les enfants s'entraident plus parce qu'il y a des situations très réelles où il faut s'entraider, comme sur cette image-là. Facilite l'intégration sociale, ça ils disent parce que si on se trouve dans un parc public ou dans une forêt qui est en Suisse aussi accessible à tout le monde, on peut fréquenter d'autres groupes avec lesquels on peut échanger ou justement griller des cervelas ou des chachliks. Je crois, pour tout le monde, c'est clair que le développement du corps profite beaucoup quand vous êtes dehors. Les médecins parlent beaucoup plus aussi de la prévention, en fait, pour aller dehors, que parce qu'il y a, justement, c'est une manière aussi d'acquérir un poids corporel plus sain, si on n'est pas toujours assis sur une chaise devant une table, de se nourrir plus sainement, hein, si on travaille sur la nourriture, aussi justement quand on bouge, on a faim, hein, il faut manger.
En Chine, ils ont observé qu'il y a moins de myopes quand les enfants vont plus dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours tout proches des livres à l'école et ils n'ont pas cette vision d'horizon qu'on a à l'extérieur. Donc ça peut aider à ça aussi. Puis en Amérique, pour justement les enfants qui sont hyperactifs ou qui ont des troubles d'attention, c'est déjà prescrit comme thérapie. Thérapie nature, aller dehors, avec ou sans combinaison avec des médicaments. Être dehors renforce le système immunitaire. Là, malheureusement, il y a très peu d'études qui ont été faites, et plutôt avec des adultes qu'avec des enfants. Et puis ici, on parle de l'éducation en environnement. On a déjà pas mal discuté. Je veux peut-être juste dire que si vous sortez régulièrement en nature, ça peut stimuler une attitude positive envers la nature, mais ça ne mène pas forcément tout seul à un comportement respectueux de la nature. Là, il y a vraiment l'environnement social qui joue un rôle très important, et puis aussi justement cette possibilité d'agir et l'auto-efficacité de penser si je fais quelque chose, ça sert à quelque chose. On peut peut-être dire un peu pour résumer pour nous-mêmes aussi, ce qui est important, c'est si vous allez dehors, essayez de former des valeurs et de soutenir l'auto-efficacité des enfants. Et l'éducation, l'environnement, on peut dans le sens classique, on parle des problèmes, etc. Ça peut se faire après. D'abord, il faudra ce lien émotionnel et positif. Et aussi, ici, avec les enfants plus âgés, on parle en fait des problèmes de notre planète, etc. Essayez de les lier aussi avec des actions concrètes qu'on peut faire et qui sont positives. Ça, de nouveau, justement, pour stimuler l'auto-efficacité. Ça, c'est aussi un peu, en quelques mots pour terminer cette partie du pourquoi, que, disons, la nature, elle peut aussi nous montrer quelque chose de plus grand que nous sommes, et dont nous, on fait partie. Donc ça peut aussi être bien pour notre santé physique, psychique et spirituelle, et puis ainsi que pour un art de vie durable. Comment? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, concrètement? Donc, on peut essayer de créer des conditions de vie qui permettent aux enfants d'être actifs et de satisfaire leurs besoins de développement. Ça peut être dans la nature, mais il y a sûrement aussi d'autres lieux qu'on peut fréquenter. Mais je dirais, être actif, ça dépend beaucoup de nous, en fait, de notre pédagogie, de nos règles de vie qu'on met en œuvre, de ce qu'on laisse les enfants faire, de ce qu'on ne les laisse pas faire. Alors, si on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils aiment comme terrain dehors, ça c'est aussi un petit résumé d'études qui a été faite. Bon, une variété de reliefs riches en végétation, ils aiment bien balancer, grimper, faire des mouvements de motricité très divers et variés. Des espaces pour se cacher et jouer seul. Ça, nous, on n'aime parfois pas trop parce qu'on aimerait avoir la vue d'ensemble de tous les enfants qui sont dehors. Des éléments variés, des contacts directs en fait avec les éléments. Et si on peut justement leur permettre tout ça, alors ça je dis parfois, je montre aux architectes qui créent les places de jeu pour les parents et les enfants, parce qu'il faut aussi penser aux parents, ils disent ok, mais est-ce que vous avez dans votre conception pensé à ça? Est-ce qu'il y a des arbres sur lesquels on peut grimper? Est-ce qu'il y a du sol un peu irrégulier? Est-ce qu'on peut aller se cacher quelque part? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Si vous voulez aller vraiment régulièrement, pendant une longue période, pour tisser ce lien avec la nature, découvrez plutôt la nature devant votre porte que d'aller très loin dans une super belle forêt où il faut organiser les transports en bus, et ce qui fait que après vous allez beaucoup moins souvent. Proposer peu d'activités, c'est du jeu libre dont les enfants profitent le mieux. Ça, c'est parfois difficile à dire aux parents parce qu'ils ont une autre conception du jeu libre que
mais dans les études, pareillement, on voit que les enfants, justement, ils sont plus actifs, ils peuvent plus développer l'auto-efficacité si on les laisse faire et si on ne les contrôle pas toujours, on ne dit pas toujours « Ok, maintenant vous faites tout ceci ou tout cela ». Très important pour la créativité aussi. Se laisser soi-même émerveiller par la nature, accompagner les enfants et puis se comporter soi-même de manière respectueuse. On a entendu plusieurs fois. Bon, parfois on ne peut pas s'émerveiller. Hein. Une pluie battante, j'ai froid, j'ai pas du tout envie de sortir en nature. Dans ces cas, peut-être il faut penser plutôt à qu'est-ce que ça apporte aux enfants. Laisser du temps et de l'espace et de la liberté pour que les enfants justement puissent faire leur propre découverte et développer leurs capacités. Sans dans une journée en fait en structure, c'est pas évident. Le temps surtout, hein, on est assez rythmé, il y a les périodes d'accueil, quand les parents vont chercher les enfants, mais dans les petites plages qu'on a entre, justement, pas mettre trop de choses, ne pas vouloir faire trop de choses, mais laisser en fait cet espace, cette liberté, ce temps, pour que les enfants puissent s'immerger dans des activités qu'ils ont choisies eux-mêmes. Bon, ça c'est un petit mot pour les architectes. Je ne sais pas s'il y en a dans le public. Réfléchir un peu mieux sur les besoins fondamentaux des humains, accès à la nature pour tous. En Suisse, on est déjà pas mal avec ça. Si je regarde des grandes villes en Amérique, ça c'est beaucoup plus triste. Ça c'est d'ailleurs une crèche à Chartreuse. C'est la salle de la crèche sur une lisière de la forêt. Et puis voilà, on doit toujours se battre avec ces lois et réglementations, hein, en lien avec l'hygiène, en lien avec la sécurité. Et puis parfois, je me dis aussi que les gens qui font ces règlements, ils n'ont pas pensé aux besoins fondamentaux des enfants. Ça serait bien s'ils travaillent un peu avec des psychologues. Alors, on est toujours dans le comment, hein, c'était très théorique. Maintenant, je vais vous montrer quelques projets réalisés pour... je me souhaite que ça vous fait envie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, les balades quotidiennes, par exemple, la crèche Zigzag Souk à Lausanne fait ça. Chaque jour, ils sortent avec une petite équipe d'enfants, mais un peu partout. Donc, sur la place de jeu, dans la forêt, vers la boulangerie, etc. Ça, c'est tout simple. Vous pouvez rester proche de l'institution, mais juste faire une petite balade. Au jardin botanique, pourquoi pas. Ça, c'est un groupe de jeu en nature où les enfants ils se rencontrent une fois par semaine pour quelques heures dans le jardin botanique à Neuchâtel. On peut dire que ce genre de groupe de jeu en nature où les enfants ils viennent une fois par semaine, pour l'instant, on compte autour de 500 en Suisse. C'est plutôt dans la partie alémanique. Et ça peut être dans le jardin botanique, dans la forêt, à la rivière, à la ferme, dans différents lieux naturels. Les sorties régulières au même endroit, là c'est en France, c'est une école maternelle qui sort dans le parc. Souvent si on est en ville, on est beaucoup plus proche du parc que dans la forêt. D'ailleurs, je trouvais le petit parc là devant, il est super chouette. Hein. Il y a ces boucs du marronnier, il y a un petit peu d'eau, ça fait envie aux enfants. Des choses tout simples, hein, faire de la luge en hiver, hein, sur une colline. Où là, c'est au dessin, groupe de jeu à la rivière Madja, donc ils sont à l'eau toute l'année, dans le sable, un peu dans des arbres proches de la rivière. Ou bien, on peut aussi amener la nature dans l'institution. Si vous voulez, vous ne pouvez pas aller loin. Ça, de nouveau, un exemple d'une école, en fait, qui a aménagé le jardin pour que le jardin il soit un peu plus attractif pour les enfants. Et on peut proposer des choses super simples. Une flaque d'eau, quelques récipients, petite colline de terre, la soupe de sorcière, quelques plantes, de l'eau, de la terre.
Pour les gens qui travaillent dans des jardins potagers, je dis toujours, ben, si vous êtes avec des enfants, laissez un coin d'expérimentation où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne doivent pas planter les fraises ici et ne pas toucher là-bas. Là, ils peuvent vraiment expérimenter, explorer, faire ce qu'ils ont envie de faire. Ou bien, ça, c'est des exemples aussi de cette école qui a aménagé l'intérieur en fait, de la cour avec un parcours sensoriel, du sable pour expérimenter. Ou bien, bon, peut-être que vous avez envie de monter une crèche en nature. Ça, c'est à Berne. Une crèche dans la ville de Berne qui est, pour les enfants à partir de 3 ans, presque toujours dehors. Quand il fait froid, ils entrent quand même parfois pour manger le repas, pour faire la sieste. Mais la sieste, normalement, c'est ça, ce que vous voyez ici. Ce genre de crèche qui est presque toujours dehors, il y a une bonne vingtaine en Suisse. Ça, c'est la maison à Berne qu'ils ont pour les plus petits, pour les 0-2 ans. Donc aussi une maison mais avec un grand jardin où ils sortent tous les jours. Il y a un exemple de crèche toujours dehors, en Romandie. C'est la crèche La Bicyclette dans le canton de Genève. Et là, je vous montre quelques photos. Donc eux, ils ont une sorte de roulotte, une petite cabane pour aller à l'intérieur, et sinon ils sont dehors, ils font la vaisselle, ils explorent, ils ont des animaux avec lesquels ils peuvent faire des tours aussi. Puis le dernier exemple que je sais, c'est créer un jardin d'aventure. Ça, c'est à Plan-les-Ouates. Donc c'est normalement des terrains communaux en fait. La commune met à disposition un terrain dans lequel les enfants ils peuvent venir et puis partir quand ils veulent. Il y a des éducateurs ou des animateurs socioculturels qui sont là, qui les aident à travailler avec les outils, à construire ces cabanes. Les parents aident aussi. Et ça coûte très très peu, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir les enfants du quartier, de tout, en fait, de différents niveaux socio-économiques. Donc là aussi quelques images du jardin d'aventure à Plan-les-Ouates. Ils font du feu, ils cuisinent, ils font le pain. Ils ont des lieux où ils peuvent jouer dehors, mais ils ont aussi une petite roulotte ou plusieurs où ils peuvent lire des BD à l'intérieur. Et ça se base sur la pédagogie de la débrouillardise. C'est-à-dire, ça s'appelle vraiment comme ça. Donc, l'enfant essaye, l'adulte aide et regarde qu'il n'y a pas vraiment un grand danger qui peut arriver quand il travaille avec une hache ou une scie et des vrais outils. Voilà. Donc, pour clore cette séquence, je vais faire un peu de pub, quelques images pub. Donc, à gauche, de votre côté à gauche, ça c'est un livre que j'ai écrit, Les enfants des bois, pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants, qui est disponible à la librairie, alors au stand en bas aussi, si jamais quelqu'un aimerait acheter un exemplaire. Et puis à droite, ça c'est super, c'est gratos, on peut le télécharger sur internet, et c'est un super dossier qui s'adresse plutôt aux enseignants, mais bon, souvent dans des institutions comme les crèches, l'accueil extrascolaire, on est confronté un peu avec les mêmes problèmes. C'est écrit par 23 enseignants belges qui sortent régulièrement en nature et qui donnent 160 pages de trucs et astuces et quelques idées d'activités qu'on peut faire dans la nature. Ça s'appelle Trésor du dehors. Encore de la pub, si vous n'êtes vraiment pas motivé de sortir, mais vous devriez aller, vous pouvez vous dire que le temps que vous passez en nature avec des enfants, c'est pas du temps loisir, mais un investissement essentiel en la santé, le bien-être et la capacité d'apprendre pour vous et pour les enfants. Et puis la dernière, je ne vais pas faire de commentaires, merci beaucoup. Merci, en tout cas c'était super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé.
C'est fou cette contradiction qu'il y a entre effectivement ce que vous montrez et puis j'aimerais faire le lien en fait avec les parents et les éducateurs. Donc nous adultes, éducateurs et adultes parents, et ben on a souvent effectivement des peurs, on a souvent des craintes. Et quand vous parliez du plaisir d'agir pour les enfants et de transmettre des valeurs aussi, et ben l'adulte, il joue un rôle ici qui est très important. Et pour le plaisir d'agir, j'ai une certaine impression que finalement, on est un petit peu un frein à ça. Enfin, on met souvent des barrières, en fait. Et pour transmettre des valeurs, eh ben, on a des fois des méconnaissances qui font que ces valeurs-là, on ne les transmet pas forcément bien. Par exemple, grimper aux arbres, sauter dans les flaques d'eau. Une chenille, faut faire attention, c'est urticant. Une limace, c'est un ver de terre, c'est dégoûtant. On a souvent peur des insectes aussi. Donc voilà, c'est des petites choses en fait qui font que on peut avoir des réactions par rapport aux enfants qui ne sont pas adaptées. Et puis donc, par rapport à ça, en fait, je voulais juste rebondir sur quelque chose que moi j'ai vécu. C'est que, pas petit, pas en tant qu'enfant. C'était, en fait, j'étais avec un groupe d'enfants, j'étais auxiliaire en UAPE, et puis il y avait une cour bétonnée avec des grands arbres. Et puis à un moment donné, il y a une maîtresse d'école qui avait en fait vu sur cette cour-là, qui était la maîtresse des enfants, une partie des enfants en tout cas, et elle a ouvert sa fenêtre et elle a vraiment hurlé, interpellé les enfants. Elle a rassemblé tout le monde, on ne savait pas encore pourquoi. Et en fait, c'était pour dire que, pour leur répéter, alors je ne sais plus exactement ces mots, mais elle a dit « Je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas arracher ni les arbres, ni les branches des arbres, ni les feuilles des arbres. » Et en fait, l'arbre en question, il faisait peut-être 10 ou 15 mètres de haut. Quand même. Et là, en fait, il faut prendre, je pense, en tout cas c'est mon avis, toute la mesure de ce qu'on dit, parce qu'en plus, moi j'ai quelqu'un derrière, en fait, qui était éducateur, qui a dit, après coup, c'est vrai, les arbres, c'est comme nous, c'est comme les humains, quand on leur arrache quelque chose, en fait, ça fait mal, ou quelque chose dans ce genre-là, en fait. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça repousse, nous ça repousse pas, c'est évident. Donc, voilà, il y a une certaine mesure. Moi, quand j'étais petit, j'ai vécu à la campagne, et c'est vrai que j'adorais, arracher une feuille, faire l'arête, la regarder à la loupe, regarder les insectes, des fois les ramasser. Donc voilà, je voulais juste rendre attentif, en tant qu'éducateur ou futur éducateur, à ce qu'on dit, à nos réactions et à ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, qu'on n'a pas envie de sauter dans une flaque ou de toucher chaque limace, ça c'est très humain, hein? On apprend toujours aussi. Et peut-être qu'on n'est pas restreint un peu dans notre fonction de modèle devant les enfants. Là, je dis toujours, mais si vous n'avez pas envie d'être modèle et de montrer ce genre de choses, peut-être que vous avez une collègue qui a envie de toucher la limace. On peut aussi déléguer, hein, quand on a des... Mais allez chercher une dehors, on va tester. Et puis, bon, après, c'est question de, disons, plaisir d'agir, de règles, c'est une question d'équipe toujours à faire. Donc, c'est dans l'équipe qu'il faut décider qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis et pourquoi c'est pas permis. Souvent, on ne va pas assez loin. On dit, on a peur, c'est pas permis, point. Mais qu'est-ce qu'on enlève aux enfants? Si on ne leur laisse pas grimper sur une petite colline, grimper sur un petit arbre, etc. Qu'est-ce qu'on leur enlève quand on les enferme, en fait? Ouais, peut-être, ils vont marcher sur les mains, je crois. ils vont y aller. Puis après, pour cet exemple de maîtresse, hein, il ne faut rien arracher. Ça aussi, c'est une décision d'équipe. Je connais des groupes qui n'arrachent pas ne laissent pas faire des bouquets de fleurs aux enfants.
Moi, je laisse faire. Parce que justement, une fleur, un arbre, ça ne fonctionne pas comme un biologiste vous dirait, mais si vous le prenez, les feuilles en fait de l'arbre ou un petit peu d'écorce ou une branche qui est tombée, ou même s'il y a une branche, mais remerciez l'arbre qu'il a donné cette branche, ça ne va pas nuire à l'arbre. L'arbre, il va pousser. Donc là, je crois qu'il faut avoir quelques connaissances quand même pour qu'il faut un peu réfléchir sur nos manières de qu'est-ce qui est interdit de dire, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Donc nous, on cueille, on scie, on mange des plantes. Si on parle du chevreuil dans la forêt, ou bien on a des traces de chevreuil, on mange du gibier. Voilà. On mange du chevreuil? Je me suis dit, je ne sais pas si c'est permis, est-ce qu'il y a de la chasse? C'est la chasse. Sinon, on a les marrons à manger, là. Alors moi, j'ai une question. Bonjour. J'ai eu la chance d'interviewer plusieurs personnes qui ont mis en place des projets nature dans le domaine de la petite enfance. Et ma question, c'est comment expliquez-vous la réticence de certains professionnels par rapport aux projets nature? Je crois qu'il y a sûrement beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. On peut trouver des raisons d'organisation déjà. Mais ça fait, il faut habiller, les enfants doivent s'habiller, se déshabiller pour aller dehors, etc. Il faudra un équipement adapté pour que tout le monde se sente à l'aise. Je dois organiser des transports. En fait, moi-même, je me sens mieux à l'intérieur. Ça peut aussi être en lien avec, disons, la sécurité ou les peurs. À l'intérieur, j'ai une meilleure vue d'ensemble, je peux contrôler mieux, je connais le matériel qui est là. Dehors, je ne sais pas sur quoi on va tomber, je ne connais pas les plantes, je ne connais pas les animaux, je ne sais pas vraiment ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, etc. Disons, il y a une grande insécurité aussi parce qu'on ne connaît pas trop le terrain. D'ailleurs, dans beaucoup de formations du personnel, disons, socio-pédagogique, dans la formation initiale, vous n'apprenez rien sur les sorties en nature. Parfois, dans les formations continues, mais dans beaucoup d'écoles, c'est un tout petit thème, ou c'est pas thème, ou c'est une petite semaine bloc pendant 3 ans. Donc, je crois, souvent, on a l'impression qu'on n'est pas assez formé pour faire ça. Ce ne serait pas un peu aussi parce qu'on ne vit pas dans notre juste milieu? Et puis comme des poissons qui ont vécu toute leur vie dans un aquarium, ça doit être inquiétant d'aller dans la mer, non? Alors, au moins ici en Suisse, on n'a plus trop l'habitude d'habiter dans la nature, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est un juste milieu? C'est un milieu dans lequel on a habité pendant des milliers d'années, oui, qui était en fait, disons, dans notre terroir, notre lieu de vie. Après, moi, j'aimerais pas retourner au Moyen-Âge non plus. Hein, on a quand même non, mais on est bien conçu pour la nature quand même. On est bien fait pour ça. Ouais. Il y a des questions, une question. Oui, j'ai juste une petite question. Petite alors. Certains parents sont assez craintifs quand on parle d'aller se balader en forêt, contre le danger, mais genre par exemple les insectes, c'est une chose, mais les tiques, par exemple. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer, de la prévention, enfin, vous utilisez quoi vous? Ok, donc je peux peut-être dire un peu en général, pour tout ce qui est dangereux. Donc, si les sorties nature, c'est inclus en fait dans notre projet pédagogique. Normalement, vous en parlez aussi pendant la soirée avec les parents. Et pour les dangers, en fait, ce qui est important, c'est de faire cette partie très courte. Pas que les tics qui prennent toute la discussion d'une demi-heure de la soirée de parents. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais peut-être plutôt montrer en fait les bienfaits, ou très concrètement, qu'est-ce que vous faites dehors, montrer des photos en PowerPoint avec des enfants qui sont contents dans les flaques d'eau, si vous voulez, ou en cueillant des fleurs. Et qu'est-ce que ça leur apporte en fait? Qu'est-ce que ça leur apporte pour leur développement, la manière d'apprendre, leur bien-être, etc. Et puis, concrètement, pour l'éthique, moi, je fais très souvent par écrit. Alors, je le dis par oral, comment il faut faire. Alors, déjà, comment il faut les habiller, les enfants, tous les manches longs, etc., pantalons longs, chaussettes au-dessus des pantalons. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire après? Le contrôle. Et quand vous voyez ça, vous allez voir un médecin. Et je leur donne des liens internet ou des brochures où ils peuvent avoir des informations en plus. Après, on peut dire que bon, les tiques, ça se trouve dans les haies, dans les prairies un peu hautes, dans le jardin.
et aussi dans la forêt. C'est vrai souvent il y en a plus dans la forêt qu'ailleurs, mais on peut les choper partout. Sur les chiens. Et sur les chiens, bien sûr. Oui, je vous ai écouté avec beaucoup de bonheur et j'avais l'impression en vous écoutant de voir défiler ma formation maintenant très ancienne en sciences de l'éducation et de voir défiler la galerie des portraits des grands pédagogues. Ce que vous avancez là, on le retrouvait quand même chez Neil, Libres enfants de Sommerhill, dans les classes Freinet, on est dans l'après-guerre. On l'a retrouvé. Enfin, je voulais juste dire que les professionnels de la petite enfance ne sont pas orphelins des grands penseurs des sciences de l'éducation. Et que, y compris sur les tout petits, le mouvement libre, c'est quand même Émile Pickler, la pouponnière de Loxy, c'est quand même Montessori, c'est quand même... Donc, on ne peut pas tout faire, mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a, dans ce que vous présentez, c'est comme si vous aviez intégré cette sorte d'héritage des générations de pédagogues qui vous ont précédés, et que peut-être dans le travail de formation des professionnels de la petite enfance aujourd'hui, pour qu'ils puissent faire face, premièrement, aux parents anxieux, etc., convaincre, mais aussi convaincre les tutelles, les compagnies d'assurance sur les dangers, la sécurité, etc., les chefs de service et tous les peureux de la terre qui entourent la petite enfance, c'est important qu'ils soient outillés aussi des grands concepts et c'est un outil intellectuel qui leur permet après d'argumenter. C'est un des enjeux de la formation des professionnels de la petite enfance à mes yeux. Merci beaucoup pour le soutien. Donc on peut s'appuyer sur des pédagogues, on peut s'appuyer sur des recherches. La tâche difficile, c'est parfois se convaincre soi-même et convaincre justement les parents et les autorités. Une autre question. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Madame Giampino. Je trouve que ça fait tellement de bien d'avoir comme ça une demi-heure de concept nature et relié aussi à des théories qu'on apprend. Je voulais juste parler de la formation continue pour dire qui témoigne d'un vraiment grand intérêt maintenant des professionnels. Sur le canton de Vaud, il y a 4 formations continues qui sont données par Solange Laya et d'autres personnes très impliquées dans le mouvement du développement durable. Il y a les groupes aux forêts, là, 12 professionnels suivent cette formation dans la forêt de Moudon. Il y a un groupe potager urbain qui est développé sur la ville de Lausanne, mais qui peut intéresser toutes les autres communes du canton de Vaud. Et puis il y a une nouvelle formation pour 2018 qui est de comment on accompagne un groupe quand on est dans un tissu urbain dense et qu'on n'a pas les moyens d'aller dans une très jolie forêt. Et c'est aussi Solange Laya qui propose d'aller découvrir une place de jeu, un petit point de nature le plus proche possible de la garderie. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de ramener encore du stress supplémentaire dans des déplacements qui sont très laborieux. Merci pour la réponse à la question qu'on n'avait pas posée. Mais c'était plein de bonnes informations. Une dernière question et après on a fait un numéro nature avec mon collègue. En fait, pour créer un lien avec la nature, il faut savoir la respecter. Comment on peut apprendre aux enfants à respecter la nature quand dans la réalité, en fait, on ne le fait pas forcément? Oui, c'est très délicat. C'est comme leur apprendre le partage. Des pâtes scarabées. Moi, je pense qu'il déjà il faut aller par les petits exemples, et puis disons par les petits gestes du quotidien, en fait. Et parfois, ça fait s'interroger sur sa propre pratique ou la pratique qu'on a dans l'institution. Ça, c'est clair. Parfois, ça fait vraiment retravailler aussi, mais comment nous, on gère les déchets, etc. On fait des choses dans notre institution. Et puis bon, tout simple, on peut dire, mais être modèle et puis bon, avoir des règles de vie. Et s'ils ne sont pas respectés, intervenir. Après, c'est vrai que quand un enfant
joue avec un scarabée, et puis par curiosité, hein, il regarde et puis il commence à enlever une patte après l'autre. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que le clown, il a une solution. Oui, je le mange. Ah oui, là, c'est vrai que Coop et Migros maintenant, les insectes. Donc, dans le cadre professionnel, j'interviens clairement. Après, il faut expliquer à l'enfant mais que ça lui fait mal. Alors, le scarabée, c'est peut-être un peu plus proche de l'humain que la petite fleur, que ça fait quand même lui mal d'enlever une patte. Et s'il est mort, ben voilà, on lui fait une tombe, on lui fait une croix, on lui fait une petite chanson. Vous pouvez l'incinérer. Puis le cas typique, en fait. Ça stimule la créativité. Moi, j'ai dû être éduqué dans la nature, je crois. Le cas typique vécu en forêt, c'est que on a la règle justement de ne pas faire mal à l'arbre, de ne rien faire, et puis après, quelques heures plus tard, c'est les bûcherons sont là, ils coupent un arbre après l'autre. Ok, là on est dans un cas réel, donc normalement moi je vais discuter avec les enfants, ils posent des questions, pourquoi Sarah elle a dit qu'il ne faut pas faire mal à l'arbre, etc. Pourquoi vous tuez les arbres? Et bon, parfois, ils ne savent pas très bien comment répondre. Après, c'est clair que nous, on exploite la nature depuis toujours. On en fait partie, mais on l'exploite aussi. Et puis l'exploitation du bois, de la forêt, ça fait partie, en fait, de l'utilisation des ressources humaines. Donc on peut aussi traiter ce genre de thème. Je ne dirais pas avec les tout petits, avec les enfants un peu plus âgés. Moi, je voudrais remercier Sarah Bouquet